La parole n'a pas de pied, mais elle marche. La parole n'a pas de pied, mais elle voyage. Et ma parole a marché la nuit, ma parole a marché le jour. Ma parole a marché une nuit, elle a marché un jour. Ma parole a dévalé les pentes escarpées des montagnes. Elle a défié les fines herbes de la savane. Ma parole a bravé l'immense forêt profonde. Elle a vogué sur la lagune ébriée. S'est mixée avec la lagune Ouladine. Ma parole a chevauché le pont de la Victoire pour venir ce matin au Golden Palace me présenter à vous. Je suis Taï Gloï, fils des villages téméraires de la tribu de ceux qui croquent la pierre. Et je suis venu vous parler la parole qui vient du cœur, de derrière mon cœur. Mais avant, je voudrais qu'on salue encore Kétiane, car sa parole a touché mon cœur. Oui, sa parole a touché mon cœur parce que je commence en vous parlant, bien évidemment, vous avez dû le remarquer, de nourriture. De nourriture, pourquoi? Écoutons cette petite histoire. L'histoire de ces deux petits garçons qui sont quelque part à la 7e tranche, devant une maison cossue, et qui ont faim, qui ont les entrailles lacérées par le manque. À un moment donné, un majordome sort de la villa cossue avec un plateau bien nourri. Les enfants s'attendent alors à festoyer. Au moment où le monsieur ouvre une poubelle qui est juste à côté, et puis il déverse toute la nourriture. Au grand désespoir des enfants. Parce que, alors qu'ils pensent que le monsieur va retourner dans la maison et qu'ils vont pouvoir se jeter sur la poubelle pour happer ce repas copieux, malheureusement, un véhicule de ramassage d'ordures passe par là, déverse le contenu de la poubelle et s'en va. Combien de fois n'avons-nous pas répété ce geste au restaurant, au maquis ou même à la maison? Des repas inachevés qu'on ne termine pas et dont on jette le tiers, la moitié, les 3/4. Alors que, quelque part, sur cette terre, dans notre quartier, dans notre ville, dans notre cité, il y a des enfants, des hommes, des femmes qui manquent du minimum pour satisfaire leur être physique. C'est cela, notre société. 1,5 milliard de tonnes de nourriture déversées dans les décharges. Alors que 811 millions d'humains n'ont pas à manger. Surproduction, surconsommation, mais en même temps grande misère, grande faim, grande désespérance. Pourquoi en sommes-nous là? L'humanité surproduit parce que l'homme est dans une logique de surpuissance, de surdomination, de surpossession. Tout ceci mue par une compte valeur, la compte valeur de l'orgueil. L'orgueil humain qui refuse de se contenter du peu et qui veut surproduire. Pourquoi en sommes-nous là? À cause d'une autre compte valeur, l'égoïsme. L'égoïsme qui nous aveugle au point où nous ne pouvons pas regarder autour de nous et voir qu'il y a de la misère, et voir qu'il y a la disette, et voir qu'il y a la sécheresse. Voilà où nous en sommes. Et c'est pareil dans tous les domaines. Quand vous prenez l'industrie de l'armement, nous sommes dans une logique de surarmement. Parce qu'on veut en imposer à l'autre. On veut le battre. Et on finit par l'abattre. Voici où nous en sommes. Dans cette société qui est devenue une société, je pense, en faillite.
Parce qu'en même temps qu'on réalise de grands progrès dans tous les domaines, nous sommes à la veille du métaverse, où l'homme va pouvoir se propulser par la télédéportation dans toutes sortes d'espaces. Ça veut dire qu'on réalise des performances inouïes, mais en même temps, on n'est pas loin de la bestialité, avec cette méchanceté, cet égoïsme. Mon père, Jean Tailly, qui était, on va dire, un missionnaire du Christ, puisqu'il partageait jusqu'à la dernière pièce, nous disait toujours à table, un seul bol de riz suffit à contenter un homme adulte. Tout ce qu'on y ajoute est superflu. Le docteur dirait est superfétatoire. Voilà, superfétatoire. Ça veut dire que c'est inutile. Mais l'homme amasse, l'homme engrange, parce qu'il veut prouver sa force, sa puissance, sa supériorité. Un seul bol suffit. Ça veut dire donc qu'il y a un problème d'éducation. Éducation des yeux, parce que c'est par les yeux que la convoitise naît. Éducation du ventre, parce que c'est dans le ventre que la nourriture part. Éducation de la conscience, parce qu'une conscience altérée ne va pas accepter de partager. Un seul bol de riz suffit à nourrir un adulte. Ça veut dire donc qu'on peut, comme elle a fait, partager. Et en le faisant, on va réduire le gaspillage alimentaire qui se fait partout. Pas seulement en Occident, mais aussi ici, chez nous, dans nos contrées. Ce qui est pire dans cette affaire, c'est que le gaspillage alimentaire a un effet négatif, un impact sur le dérèglement climatique. Vous allez me dire pourquoi? Eh bien parce que les décharges, comme nous en avons dans notre pays et certainement à Grand-Bassam, les décharges produisent du méthane, qui est un gaz qui altère la couche d'ozone. Donc à chaque fois qu'on jette de la nourriture, au lieu de la donner à un être humain, non seulement on prive quelqu'un de la subsistance, mais en plus, on détruit l'environnement. Donc on a un double effet dévastateur. Et ça doit changer. J'en viens à dire que le modèle de société développée qu'on nous a présenté est peut-être, vu la faillite de ce modèle, est peut-être un modèle périmé. Et qu'il nous faut, au stade où nous sommes arrivés, opérer une réflexion sur nous-mêmes et faire de nouveaux choix. C'est, à mon sens, le sens profond de la pandémie qui a arrêté le monde entier, qui nous a bloqués dans les aéroports, dans les gares, partout. L'humanité était à l'arrêt. Et on a vu la vie reprendre. Mais est-ce qu'on a fait l'effort sur nous de pousser la réflexion pour nous demander, au-delà du virus, quel est le message qu'on nous envoie en tant qu'humanité? Eh bien, ce message, c'est que nous devons rentrer en nous-mêmes et changer, passer du règne des contre-valeurs à une société des valeurs. Et cela, ça se construit par le retour sur soi-même. Je vous présente le Toguna, qui est le palais et le tribunal, l'espace où on procède au jugement en pays Dogon, au Mali. En 2019, il y a eu comme une poussée dans mon cœur. J'ai eu envie d'aller au Mali. Je n'avais pas grand moyen. J'ai pris mon sac, j'ai pris un ticket à la gare, je suis monté dans le car, et puis 1000 kilomètres, je suis parti au Mali. Je suis arrivé à Bamako. Il y a une famille, la famille Cissé, qui a accepté de m'héberger.
Donc je suis resté auprès de Maman Cissé pendant 10 jours. Et chance pour moi, mon séjour à Bamako coïncidait avec Ogobaya, le grand festival des cultures Dogon. Et là, j'ai pu rencontrer le Ogon Binoko, qui m'a baptisé du nom de Ogobara, que la gloire s'ajoute à la gloire en langue Dogon. Pourquoi je vous parle des Dogons? Parce que les Dogons sont une société avancée. Les Dogons ont découvert Sirius, la petite étoile blanche, que des sociétés développées avec toutes leurs connaissances en astronomie n'ont pas pu découvrir. Les Dogons, il y a 3 siècles, avaient déjà découvert Sirius par un système d'observation qu'ils ont mis en place là-bas dans leur falaise à Bandiagara au Mali. Donc une société avancée, capable de percer les mystères de l'univers, mais en même temps, une société de grande valeur. Parce que le Toguna, que vous voyez, est à peine 1,20 m du sol. Quand on y va, quand on s'y réunit, on est en position assise. Et même quand vous avez un accès de colère et que vous vous levez subitement, tac, vous vous cognez la tête. Le Toguna vous dit de vous rabaisser parce que vous n'êtes qu'un humain. Et c'est comme ça que ça se passe en pays Dogon. Chef, dirigeant ou simple peuple, vous ne pouvez pas vous élever au-dessus du Toguna. C'est un enseignement important. Et je pense que beaucoup de nos dirigeants devraient faire un tour dans un Toguna pour apprendre la loi de l'humilité. Parce que c'est l'humilité qui nous permet de voir l'autre comme un autre semblable et donc de lui accorder l'intérêt, la considération, le respect qu'il mérite. Le Toguna. Donc, une société capable de prodiges au plan scientifique, technologique, mais qui reste très ancrée dans les valeurs. Toujours en pays Dogon, il y a une pratique qui consiste chaque année pour les parents à remercier, à féliciter les enfants. Et en retour, chaque année, il y a une cérémonie où les enfants, les jeunes, viennent remercier et féliciter les parents pour leurs bienfaits. Les époux remercient les épouses et inversement, les épouses félicitent et remercient les enfants. Je suis en train de vous parler de la valeur de la gratitude. Une gratitude qui n'existe pratiquement plus dans nos familles, dans nos maisons, dans nos cités et même dans nos services, où les gens sont pleins de hargne, de colère, de méchanceté, d'agressivité. Des choses qui, moi, me heurtent au plus profond de moi-même. Parce que j'ai été éduqué par mes parents à aimer l'autre, à exprimer la gratitude, à dire à l'autre qu'il est beau, qu'elle est belle, sans intention autre que de magnifier et de célébrer la beauté qui est en face de moi. Quand les hommes apprendront à avoir une attitude d'émerveillement devant l'homme, devant la création, devant la nature, on opérera de très grands changements. Parce que ce que vous admirez et aimez, manifestement, vous ne pourrez pas le détruire. L'éducation au beau est une chose essentielle. Et le Toguna nous le rappelle. Donc, société développée vs société avancée. Parce que les sociétés développées, ce modèle-là est un modèle en faillite, mais c'est un modèle éculé qui a épuisé ses ressources. Aujourd'hui, ils nous disent de revenir à l'écologie. Mais l'écologie que mon grand-père Zawé Biosson pratiquait dans son village, ce qui lui a permis de vivre jusqu'à 135 ans. Il avait des médecines qui lui permettaient de prendre soin de sa santé. Zawé Biosson, 135 ans de vie. Quand on est allé annoncer dans notre village source à Doobli que Zawé Biosson
rentrait dans la catégorie des centenaires et qu'on allait lui organiser une cérémonie, ses frères qui sont restés à Dobli ont commencé à rire. Oh, mais on dit Zaoué est en train de fêter son 100e anniversaire, mais Zaoué est un enfant comme ça. Pour vous dire que ceux qui disaient ça avaient certainement au moins 150 ans. Et dans ma langue, il y a un mot pour désigner celui qui a 200 ans. C'est le Nyando. Le Nyando. Quand une réalité existe dans une langue, c'est qu'elle a existé dans cette langue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donc que chez nous, on vivait au moins jusqu'à 150, 200 ans. Et des gens sont venus un matin pour nous dire que nos sociétés sont des sociétés arriérées, que nos mondes sont des mondes primitifs, que nos valeurs sont des valeurs surannées et qu'il faut tout changer, tout balayer, qu'il faut embrasser le développement, qu'il faut enlacer la modernité. Mais de quelle modernité est-ce qu'on nous parle? De quel développement est-ce qu'on nous parle? Lorsqu'on détruit les fleuves et les rivières, lorsqu'on gaspille la nourriture, lorsqu'on prend des armes pour aller faire la guerre au Mali contre nos frères, de quel développement est-ce qu'on nous parle? Et voilà, nous en sommes à la fin, à l'éléphant. Je parle de l'éléphant, qui est l'animal totem de la Côte d'Ivoire. Et j'en parle au moment où nous sommes à Grand Bassam, la terre des grands commencements. Il y a 129 ans que la Côte d'Ivoire a été fondée ici. 129 ans après, faisons le bilan. Et nous nous rendrons compte que ce bilan n'est pas aussi élogieux que les pères fondateurs l'ont souhaité dans l'hymne national. Je ne pourrais pas aller plus loin, mais retenons simplement qu'à ce stade de mon discours, nous avons le choix entre Ahmed, l'éléphant, qui boit 200 kilos, 200 litres de gbélé et qui détruit tout autour de lui, ou les éléphants héroïques qui ont battu les Fennecs récemment. C'est à nous de choisir.